Salut et bienvenue dans la vidéo de présentation des règles de mon jeu Occupation. Alors c'est un jeu de 4 à 7 joueurs pour des parties qui durent jusqu'à 90 minutes et pour les 14 ans et plus. Alors dans la ville occupée de Sablé-sur-Mer, deux équipes s'affrontent pour remplir 4 missions. Il y a les occupants d'un côté qui veulent faire respecter l'ordre et il y a les résistants qui sont prêts à tout pour retrouver leur liberté. Le petit twist, c'est que chez les résistants, il y a peut-être un collabo. Alors on va commencer par la mise en place. Pour expliquer les règles, je vais faire une installation pour une partie à 5 joueurs. Pour un nombre de joueurs différents, vous pouvez vous référer à la mise en place dans les règles. On détermine le premier joueur par la méthode de notre choix, et le premier joueur est toujours un résistant. Donc on mélange les cartes résistants, et il en pioche une aléatoire. Donc le premier joueur sera Azelio Lupi. Ensuite, vous vous référez au schéma dans les règles en fonction de votre nombre de joueurs, pour attribuer une équipe à chaque joueur. Donc là, à 5 joueurs, le deuxième joueur est un occupant, le troisième joueur est un résistant, le quatrième joueur est également un résistant, et le cinquième joueur est un occupant. Une fois que tout le monde a son personnage, vous distribuez 6 marqueurs par personne. Voilà. Chaque joueur place un marqueur sur le niveau 1 en haut à droite de sa carte personnage, un marqueur sur les points de vie le plus à gauche en bas, un marqueur sur toutes les caractéristiques qui sont soulignées. Chaque personnage commence avec des niveaux de caractéristiques différents. Ensuite, on récupère dans la boîte le pion qui correspond à chaque personnage. On attribue un socle noir pour les occupants et un socle blanc pour les résistants. Pour les résistants, on leur met également à disposition un socle rouge. Ils risquent d'en avoir besoin durant la partie. Ensuite, on distribue les cartes de départ à chaque joueur. Chaque joueur commence avec 2 cartes population et également 2 cartes objectifs. Ensuite, on donne au premier occupant à jouer, c'est-à-dire le deuxième joueur, le jeton officier. C'est un rôle spécial, nous verrons à quoi il sert dans la partie mission. Une fois fait, nous allons distribuer les rôles aux résistants. Alors, contrairement à l'officier des occupants, l'officier des résistants est connu des membres de son équipe, mais inconnu des occupants. Alors, à partir de maintenant, on demande aux occupants de fermer les yeux, et le premier joueur, c'est-à-dire ici Azelio Lupi, va désigner un membre de son équipe qui va être l'officier des résistants en lui donnant le jeton officier. Alors, imaginons que Azelio se choisisse lui-même, donc il se donne le jeton officier, il se le retourne face cachée. Donc maintenant, tous les résistants savent que Azelio Lupi est l'officier des résistants, mais en revanche, vu que les occupants sont en train d'avoir les yeux fermés, ils ne savent pas du tout qui est l'officier des résistants. Ensuite, pour la distribution des rôles restants, on mélange les jetons rôles résistants restants, et chaque joueur en pioche un. Hop, hop. Donc à partir de maintenant, chez les résistants, il y a peut-être un collabo. Alors il faut savoir qu'à 6 joueurs, vu qu'il y a 4 résistants et 2 occupants, il y a forcément un collabo parmi les résistants. Il y a aussi une variante qui existe, qui permet à chaque résistant de choisir s'il veut collaborer ou pas. Dans ce cas-là, il pioche 2 jetons et il choisit celui qu'il veut le garder. Donc une fois que tous les résistants ont leur rôle, les occupants peuvent rouvrir les yeux. Maintenant, on passe aléatoirement les jetons ravitaillement sur les emplacements prévus sur le plateau. Et on les révèle. On mélange face cachée les jetons mine et on les met à disposition près du plateau. On place le pion convoi sur sa case de départ. On place les 5 marqueurs noirs de mission sur les emplacements prévus à cet effet. Donc ici, dans le convoi, on est à 5 joueurs, donc on est ici. On prépare les emplacements pour les pioches et les défausses. On prépare également la rivière des objectifs. Maintenant, on va placer les pions de chaque joueur sur leur emplacement de départ. Les résistants n'ont pas le choix et commencent dans leur maison qui a un numéro. Donc Bérénice Ebras commence dans la maison 10, Oscar Ruganjou dans la maison 11 et Azelio Lupi dans la 12. En revanche, les occupants commencent dans le bâtiment officiel, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de numéro, donc par exemple la gare, l'église, la prison, de leur choix. Disons que Hélène veuille se trouver proche des résistants, donc elle va décider d'être à l'église, tandis que Hélène Bollen va commencer à la gare. Et voilà, l'installation est terminée et nous sommes prêts à jouer.
Donc, on se trouve à Sablé-sur-Mer, la ville fictive dans laquelle se déroule l'action. Il y a 2 équipes qui s'affrontent pour remplir 4 missions qui sont marquées dans chaque coin du plateau. Nous avons les occupants avec un socle noir et les résistants qui ont un socle blanc en début de partie. Dès qu'une équipe a rempli 2 missions, n'importe lesquelles, la partie se termine. Comme on l'a vu durant l'installation, chez les résistants, il y a peut-être un collabo. Au cours de la partie et durant son tour et son tour seulement, le collabo peut se révéler pour changer d'équipe. Imaginons qu'on soit autour de Bérénice Evras. Étant donné qu'elle est la collabo, elle peut retourner son jeton pour le révéler aux autres et ainsi changer la couleur de son socle. Hop. Et à partir de maintenant, elle tient pour les occupants. Ça veut dire qu'elle va aider à faire gagner les missions aux occupants. Ce qui veut dire que si les occupants gagnent à la fin et que le collabo est révélé, le collabo gagne avec les occupants. Si le collabo ne s'est pas révélé avant la fin de la partie et que les occupants gagnent, le collabo a perdu avec les résistants et il n'y a que les occupants qui gagnent. En revanche, si c'est les résistants qui gagnent et que le collabo ne s'est pas révélé, se déroule alors la phase d'épuration. C'est-à-dire que les résistants vont voter à la majorité contre l'un de leurs membres qu'ils pensent être le collabo. Il y a des petites subtilités. Par exemple, on sait que Azeglio Lupi dans cette partie, c'est l'officier des résistants. Tous les résistants savent que Azeglio Lupi est l'officier. On sait que l'officier ne peut pas être un collabo. Donc là, s'il y a un doute, ça peut être que entre Oscar Rouganjou et Bérénice Evras. Donc les résistants votent, ils peuvent très bien voter d'éliminer personne. Parce que, comme on l'a vu, il n'y a pas forcément un collabo. Des fois, il n'y en a pas. Suite à ce vote, la personne contre laquelle ils ont voté a perdu la partie, qu'il s'agisse vraiment d'un collabo ou pas. Si suite à ce vote, le collabo n'a pas été éliminé, donc là imaginons qu'en fait c'est Oscar Rouganjou qui a été éliminé et c'est un résistant, donc Oscar Rouganjou a perdu. Mais comme il y a un collabo, ici qui est Bérénice Evras qui n'a pas été éliminé, Bérénice Evras est la seule à gagner la partie. Donc voilà, jouer collabo, c'est plein de subtilités et vous avez un petit encart dans les règles qui peut vous donner quelques pistes de stratégie à employer. Bien entendu, c'est à ne pas reproduire dans la vraie vie. Donc si on résume, on a 4 fins possibles à la partie et elles sont résumées dans un schéma dans les règles. Maintenant, on va voir la mort. Il se trouve que chaque personnage peut mourir durant la partie. Alors comment ça se passe? Eh bien, comme vous le devinez, dès qu'un personnage n'a plus de points de vie et que son marqueur atteint la tête de mort, il est mort. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On enlève tous les marqueurs de la carte, on défausse la carte, on défausse le jeton rôle résistant si c'est un résistant qui meurt, et on pioche un nouveau personnage dans la même équipe. On replace les marqueurs comme en début de partie, on défausse les anciennes cartes population et les objectifs, et les anciens objectifs, et on en repioche 2 de chaque comme à un début de partie. On enlève l'ancien pion et on vient mettre le nouveau pion correspondant au nouveau personnage. Et c'est comme en début de partie, donc là les résistants commencent dans leur maison et les occupants commencent dans le bâtiment officiel de leur choix. Si c'est un résistant qui vient de mourir, il pioche un nouveau jeton. Donc vous l'aurez compris, il peut avoir un collabo qui arrive en cours de partie. Voilà, alors après il faut savoir que dans ce jeu, on a le droit d'attaquer les personnages de son équipe. Ensuite, nous avons les niveaux et les objectifs. Alors comme vous avez pu le voir sur votre carte personnage, vous avez un niveau et vous avez des niveaux de caractéristiques qui peuvent évoluer. Alors en fait, à chaque fois que vous allez remplir un objectif qui est personnel, à chaque fois que vous allez faire ce qui est marqué sur l'objectif, vous allez gagner un niveau et vous allez pouvoir augmenter une de vos caractéristiques, celle que vous voulez. Par exemple, ici, Yvonne Bouvier, elle a comme objectif marathonien. Elle doit parcourir 9 cases à pied en un tour. Et bien comment ça se passe? C'est, imaginons, Yvonne Bouvier parcourt 9 cases en un tour, genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Elle montre sa carte aux autres pour bien faire valider son objectif. Elle le défausse et elle pioche un nouvel objectif. Donc là, elle en prend soit un dans la rivière, soit un sur la pioche. Voilà. Et il faut toujours que vous ayez 2 objectifs en main. Elle passe niveau 2, pouf, et elle décide d'augmenter le mental pour passer à 3 de mental. Voilà, alors là, bien entendu, vous voyez sur vos fiches, vous ne pouvez pas avoir moins de 1 à une caractéristique et vous ne pouvez pas avoir plus de 5 à une caractéristique. Et de la même façon, on ne peut pas aller plus que niveau 4. Maintenant, on va passer au concept d'hostilité. Alors, de base, les occupants, ils ont pour but de faire respecter l'ordre, pas d'éradiquer la population. Ainsi, tant qu'un résistant n'est pas hostile, ça veut dire tant qu'il a un socle blanc, parce qu'en fait, il est considéré comme un citoyen normal et qui n'a rien à se reprocher. Donc, tant que les résistants ont un socle blanc, ils sont considérés comme non hostiles
Et les occupants n'ont pas le droit de les attaquer et n'ont pas le droit d'utiliser des cartes avec ce symbole contre eux. Alors, comment un résistant devient hostile? La première façon de devenir hostile, c'est de se faire contrôler avec des cartes hostiles. L'une des actions possibles pour les occupants est de contrôler un résistant. Pour ce faire, il doit être sur la même case. Là, imaginons que Eileen va contrôler Yvonne et elle fait l'action contrôler. Sachant qu'à notre tour, nous avons 3 actions et on peut faire 3 fois les mêmes ou 3 différentes. Alors là, Eileen décide de contrôler Yvonne, donc elle lui dit bah, je te contrôle. Et là, Eileen va piocher dans le jeu d'Yvonne autant de cartes que son niveau. Donc là, Eileen est niveau 1, donc elle va piocher une carte dans le jeu de Yvonne. Hop, elle pioche cette carte-là par exemple. On voit qu'il n'y a pas d'œil rouge en haut de la carte, donc ce n'est pas une carte interdite, ce qui fait que Yvonne reste non hostile, elle reste avec un socle blanc. En revanche, imaginons que Eileen ait pioché cette carte-ci. Cette carte-ci, elle a un œil rouge, ce qui veut dire qu'elle est hostile. Ça veut dire que, comme Yvonne est contrôlée avec cette carte, elle devient instantanément hostile. Donc on prend le socle rouge, qu'on a gardé tout à l'heure pour les résistants, et on le met sur le pion de Yvonne. À partir de maintenant, tous les occupants peuvent attaquer Yvonne. Suite à un contrôle, que la carte soit hostile ou non, Eileen a très bien le droit de garder la carte. Elle peut soit la garder pour elle, soit la défausser, soit la rendre à Yvonne. Donc en général, les occupants, ils n'ont pas trop d'intérêt à rendre les cartes aux résistants, à part s'ils savent que c'est un collabo et qu'ils essayent de brouiller les pistes. Imaginons maintenant que durant le contrôle, Yvonne, elle ait que des cartes qu'elle veuille garder. Et ben dans ce cas-là, elle a le droit de refuser le contrôle, mais elle est instantanément hostile. Ça s'appelle un refus d'obtempérer. C'est la deuxième façon de devenir hostile. Donc là, je vais le remettre son socle blanc. Et enfin, la dernière façon de devenir hostile pour les résistants, c'est d'utiliser des cartes avec l'étoile et l'œil rouge. Imaginons, Yvonne décide d'utiliser un lance-roquette. Bon, effectivement, c'est une action un petit peu hostile. À partir de maintenant, elle va devenir hostile et tous les occupants auront le droit de l'attaquer. Après, il faut savoir qu'une fois qu'un résistant est hostile, il n'y a pas moyen de devenir non hostile. Il sera hostile jusqu'à la fin de la partie ou jusqu'à sa mort. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a le droit de faire à son tour ? À son tour de jeu, un joueur a le droit à 3 actions. Les actions, elles sont symbolisées par les petites étoiles. Et sur la carte personnage, vous avez la liste de toutes les actions que vous pouvez faire. Vous pouvez utiliser 3 fois la même action ou 3 différentes. Ensuite, il y a certaines actions qui vont vous demander un test de compétence. Alors, comment ça se passe ? Pour ceux qui ont fait du jeu de rôle, vous n'allez pas être perdu parce que c'est une mécanique très connue. Mais par exemple, imaginons on est comme ça. Yvonne, elle veut utiliser son lance-roquette sur Eileen. Bon, bien sûr, quand elle va l'utiliser, elle va devenir hostile parce que c'est une carte hostile, mais la carte lui demande de réussir un test de dextérité pour attaquer une cible. Nous voyons ici que Yvonne a 2 en dextérité, ce qui veut dire qu'elle doit lancer le dé et faire 1 ou 2 pour réussir son action. Si elle fait plus, elle a raté son action, mais son action est quand même utilisée. Donc là, on lance, hop, là elle fait 1, elle réussit son action, et donc on applique les dégâts à Eileen. Donc là, elle perdrait 3 points de vie. Les tests de compétence, c'est ça. On vous demande de lancer le dé pour une compétence. Il faut faire inférieur ou égal à son niveau de compétence. Vous allez voir qu'en fonction des cartes et des situations, il peut avoir des petits bonus ou des petits malus. Mais peu importe les bonus et les malus, si vous faites un 1, c'est toujours réussi. Et si vous faites un 6, c'est toujours raté. On va maintenant décrire la carte personnage. Vous avez votre panneau action en haut à gauche. C'est la liste de toutes les actions que vous pouvez faire durant votre tour. Ensuite, vous avez vos points de vie. Ensuite, vous avez vos 4 caractéristiques. On va voir maintenant à quoi elles servent. Donc, la dextérité, ça sert à utiliser les armes à feu. Les armes à feu, c'est les armes avec le pistolet à gauche. C'est des cartes population toujours. Ensuite, nous avons la force. La force, ça marche pareil que la dextérité, c'est-à-dire qu'il faut faire un test de compétence, mais c'est avec les armes blanches, donc avec le petit couteau. En fait, les armes blanches, il faut être sur la même case pour attaquer, mais en revanche, elles sont beaucoup plus dures à contrer. Il y a moins de cartes pour se protéger des armes blanches. Ensuite, nous avons le mental. Le mental détermine le nombre de cartes population que tu as le droit d'avoir dans ta main au maximum. Donc là, au maximum, Yvonne Bouvier, elle peut avoir 3 cartes population en main. Ce qui veut dire que si elle en a plus, elle doit les défausser. Et ensuite, nous avons le mouvement. Et bien, le mouvement, ça détermine le nombre de cases que tu peux te déplacer en une action de mouvement. Vous voyez l'action se déplacer. Et ben, Yvonne a 4 en mouvement. Ça veut dire qu'en se déplaçant de 4 cases, 1, 2, 3, 4, elle a fait une action.
Tu peux par contre te déplacer de moins, mais ça fera toujours une action. Voilà, si elle a besoin, imaginons juste d'aller là, et ben elle fait une case, mais elle a fait une action. Comme on a vu qu'on avait 3 actions et qu'on pouvait faire 3 fois la même si on voulait, eh bien ça veut dire que Yvonne, elle peut se déplacer de 12 cases en un tour, si elle fait 3 actions de mouvement à 4 cases. Ensuite, nous avons une case avec un petit pouvoir que chaque personnage a. Et il est unique. C'est un peu ce qui rend chaque personnage unique. Donc là, par exemple, Yvonne Bouvier, c'est une boxeuse. C'est-à-dire qu'elle peut, sans arme, faire perdre un point de vie à un personnage qui se trouve sur la même case qu'elle en réussissant un test de force. Vous verrez que les capacités spéciales, elles sont très variées par rapport au personnage. Et c'est ça qui offre beaucoup de rejouabilité au jeu aussi. Sur leur fiche personnage, les occupants, ils ont toujours une mitraillette. Ça veut dire que les occupants sont toujours des menaces. Même s'ils n'ont pas de carte arme dans leurs mains, ils ont toujours une mitraillette qui compte pas dans leur carte de mental. Attardons-nous maintenant sur les cartes population. Elles sont découpées en plusieurs parties. La partie de gauche désigne le type de carte. Ensuite, à droite, nous avons si la carte est hostile ou non, ou si c'est hostile d'utiliser la carte ou non. Ensuite, là, vous avez un numéro qui indique le nombre de cartes similaires dans le jeu. Et dans l'encadré blanc, vous avez l'effet de la carte. Alors, il y a 4 types de cartes population. Là, le premier type, ce sont les consommables, avec ce petit picto. Alors, les consommables, c'est simple, elles sont reliées à l'action consommer, qui est la deuxième action, qui dit que, en fait, pour faire l'effet d'une carte, vous devez la défausser. Imaginons le marché noir. Je veux avoir l'effet du marché noir, donc pouvoir piocher 3 cartes. Je défausse le marché noir, c'est une action, car je fais l'action consommer, et je pioche 3 cartes. Hop, voilà. Et là, j'aurais fait une action. J'ai la carte mine que je ne vous ai pas expliqué. La carte mine, c'est un consommable. Donc, vous défaussez la carte mine pour pouvoir poser un jeton mine sur votre case. Donc là, vous ne regardez pas quel jeton vous mettez. Il doit être face cachée. Donc, par exemple, je suis Yvonne Bouvier. J'ai posé un jeton mine ici. Voilà. Donc après, je m'en vais et en fait, la prochaine personne qui arrive sur cette case, elle doit retourner le jeton et appliquer les dégâts. Il faut savoir qu'il y a une mine qui fait rien sur les 4 et sinon les autres, elles font perdre plus ou moins de dégâts. Donc si c'est le convoi qui va dessus, là par exemple, il perd 2 camions. Donc c'est quand même assez fort. Voilà, mais il peut aussi ne rien perdre. Voilà, il peut prendre le risque. Alors ensuite, nous avons les armes avec le pistolet, les armes à feu. Alors je vais vous expliquer comment ça marche. En fait, les armes, elles permettent de faire des attaques. Elles permettent de faire l'action attaquer, qui est la 3e action. Imaginons, je suis Yvonne et j'ai cette carte pistolet qui me dit si l'attaque est réussie, la cible perd un cœur. Ça, c'est la portée, c'est-à-dire que pour pouvoir attaquer un personnage avec cette arme, il faut qu'il soit à maximum 2 cases de moi. Donc là, par exemple, si je veux tirer sur Eline, il y a 2 cases, c'est bon, ça marche, je peux tirer dessus. Si Eline était là, il y aurait 1, 2, 3 cases, ça ne serait pas possible. Et donc pour réussir l'attaque, je dois réussir un test de dextérité. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure, je lance le dé et je dois faire inférieur ou égal à ma dextérité pour pouvoir toucher Eline. Il faut savoir que toutes les cartes armes, si on fait un 6, c'est un échec critique. Alors ça veut dire soit l'arme s'enraye, soit elle se casse et on doit défausser la carte. Ça permet de garder une tension même quand on a une arme très forte. Ensuite, on a les armes blanches. Alors les armes blanches, ça marche exactement pareil que les armes à feu, sauf qu'il faut faire un test de force et qu'il faut se trouver sur la même case que la cible, parce que vous voyez, il y a 0 de portée. Et là, il faut savoir que cette arme-là en particulier m'offre un bonus de force. Ça veut dire que quand je l'utilise, au lieu d'avoir là par exemple 4 en force, et ben, quand j'utilise cette carte, j'ai 5 en force. Ce qui fait que j'ai quand même vachement plus de chances de toucher ma cible. Ensuite, nous avons les équipements. Alors les équipements, c'est avec la petite valise. Les équipements, c'est des cartes passives. En fait, elles comptent dans votre main, mais tant que vous la révélez, vous avez le bonus qui est marqué dessus. Par exemple, le sac, il permet d'avoir 2 cartes supplémentaires en plus de son mental dans sa main. Mais le sac compte dans les 2 cartes. Si l'équipement est dans votre main, eh ben, son effet ne marche pas. Il faut qu'il soit visible de tous pour avoir son effet actif. Et enfin, nous avons les cartes tactiques, avec le petit éclair. Ces cartes-là, en fait, elles n'utilisent pas d'action. Et des fois, elles peuvent être jouées en dehors de son tour. Par exemple, la carte embuscade, elle dit « Défaussez cette carte à n'importe quel moment pour vous déplacer dans un rayon de 2 cases. Peut être utilisée pour annuler les effets d'une attaque subie. » Donc par exemple, c'est le tour d'Eline
qui veut me tirer dessus, moi qui suis Yvonne, je veux éviter son attaque, donc je défausse ma carte embuscade pour pouvoir déplacer mon personnage de 2 cases dans un rayon de 2 cases et ainsi être hors de portée de Eileen. Alors maintenant, on va voir la liste des actions qu'on peut faire durant son tour. Donc comme vu précédemment, la première des actions, c'est se déplacer. Se déplacer, c'est autant de cases que notre mouvement et on peut faire autant d'actions de déplacement qu'on veut dans un tour. Par exemple, je suis Yvonne, je veux me déplacer pour me rendre à l'église. J'ai 4 de mouvement, donc je fais 1, 2, 3, ça ne dépasse pas 4, ça marche, je n'ai fait qu'une action et je suis dans l'église. Il y a quand même une restriction, c'est-à-dire qu'on ne peut pas traverser les rivières, c'est interdit. Il faut savoir également que dès qu'on passe sur une case de bâtiment, ça coupe l'action de mouvement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas traverser un bâtiment dans la même action. Par exemple, je ne peux pas faire 1, 2, je suis obligé de faire 1, 2, 3 par exemple. Dès que je vais ici, ça coupe mon action. Donc ça veut dire, si j'ai besoin de passer dans la maison neuve, je fais une action, et après je dois faire une autre action pour en sortir. Maintenant on va voir l'action consommer. Donc ça on l'a vu tout à l'heure, on utilise une carte consommable pour avoir son effet, et on la défausse. Donc par exemple, j'utilise cette trousse de soins pour pouvoir soit me faire regagner 2 points de vie à moi, soit à quelqu'un qui est sur ma case. L'action suivante, c'est l'action attaquer. On l'a vu tout à l'heure avec les armes à feu et les armes blanches. Les conditions pour pouvoir attaquer, c'est qu'il faut avoir une arme et il faut que la cible soit à portée. Ça, on l'a déjà vu tout à l'heure. Il y a quelques cas particuliers. Par exemple, si je suis Yvonne Bouvier et que je veux attaquer Eileen Traub, qui se trouve là, avec, imaginons que j'ai un fusil de chasse. Donc j'ai une arme, c'est la première condition qui est remplie, il n'y a pas de problème. Il y a 2 cases de portée, ici on est bien à 2 cases, donc je peux tirer. En revanche, vous voyez qu'Eileen se trouve dans un bâtiment. Et dans ce bâtiment, il y a un petit bouclier de 1 ici. Ce qui veut dire que lorsque je vais attaquer une cible qui se trouve dans ce bâtiment et que moi je me trouve à l'extérieur, je vais avoir un malus de 1 sur ma dextérité, parce qu'il y a un bouclier de 1. Donc au lieu de devoir faire moins de 2 en lançant mon dé, je dois faire moins de 1. Bon, donc mes chances sont vraiment très faibles. Et vous voyez qu'il y a des bâtiments qui offrent 2 de défense. Par exemple, il y a l'église, et la prison, et la mairie. Enfin, il y en a d'autres, quoi. Ensuite, un autre cas particulier, c'est qu'on ne peut pas attaquer s'il y a un bâtiment entre nous deux. Par exemple, si je suis comme ça, je veux tirer sur Eileen, mais il y a une maison entre nous deux. Le chemin le plus court passe par une maison, donc 1, 2. Donc je ne peux pas tirer dessus. Parce que, je suis obligé de tirer dans la maison et donc Eileen est protégée. En revanche, s'il y a plusieurs possibilités, par exemple, comme ceci, ici, ça fait soit 1, 2, soit 1, 2. Là, dans ce cas-là, je peux tirer. Voilà. Ensuite, dernière petite particularité, ce sont les dégâts de zone. Donc, il y a certaines cartes qui font des dégâts de zone. Donc là, par exemple, le lance-roquette, il vous dit... ta cible, elle perd 3 points de vie, et ça, tu perds un convoi, mais ça, on verra tout à l'heure, sur la case de la cible. Ça veut dire, imaginons, Oscar Rouganjou, il est là, il est sur la même case qu'Eileen Traub. Moi, je suis Yvonne Bouvier, et j'utilise le lance-roquette pour attaquer Eileen Traub. Et bien, si je réussis mon attaque, Eileen, elle va perdre 3 points de vie, mais Oscar Rouganjou aussi, parce qu'il se trouve sur la même case. Maintenant, on a comme action suivante, échanger. Vous pouvez échanger avec un personnage qui se trouve sur votre case, autant de cartes que vous voulez. Voilà, imaginons Eileen, elle a ces 3 cartes-là, et Oscar, il a une machette. Alors Oscar, il sait que Eileen, elle est forte en force, donc il lui dit, bah tiens, prends ça, c'est mieux pour toi, tu vois. Et Yvonne n'est pas obligée de lui donner une carte en retour. Ça peut être que dans un sens. Il faut juste que les 2 personnages soient d'accord. Et vous pouvez même échanger entre membres d'équipes différentes. Mais bon, ça serait vraiment très suspect quand même. Ensuite, nous avons l'action activer une case du plateau. Alors, il y a certaines cases du plateau qui permettent de faire des actions. Elles sont toujours entourées de doré. Donc là, par exemple, la plus courante, c'est je suis dans un bâtiment et donc je peux piocher des cartes, je peux fouiller. Donc là, c'est le nombre de cartes qu'on peut récupérer. Donc là, je suis dans le port. Si je fouille, hop, je pioche 2 cartes. Ensuite, vous voyez qu'il y a un tramway. En fait, il y a la gare, la mairie, le port et l'usine et l'hôpital qui sont reliés par le tramway. Ce qui veut dire que quand vous êtes dans l'un de ces bâtiments, en une action, vous pouvez vous rendre dans n'importe quel autre de ces bâtiments. Voilà, par exemple, elle était au port, elle décide d'aller à l'hôpital en une action.
La petite restriction pour les résistants, c'est que pour faire ça, ils doivent payer un ticket de tram. Alors comment ils payent un ticket de tram? Eh bien simplement, ils doivent défausser une carte population, n'importe laquelle. Ensuite, nous avons l'hôpital. L'hôpital, ici, il y a aussi une action de plateau qui est de regagner un point de vie. Eh ben, c'est très simple, vous êtes à l'hôpital, vous avez perdu un point de vie parce que vous êtes fait attaquer par exemple, et ben en une action, vous pouvez regagner un point de vie. Paf. Ensuite, nous avons le bateau. Il y a quelques cases d'embarcadère et en fait, ça marche un peu comme le tramway, c'est-à-dire qu'il y en a une au port, une ici et une ici. Quand vous êtes dans l'une de ces cases où il y a l'icône bateau, en une action, vous pouvez vous rendre dans n'importe quelle autre case où il y a l'icône bateau. Alors l'action suivante, c'est poser une barricade. Les barricades, ce sont ces jetons-ci. Vous êtes sur une case, par exemple ici, je suis avec Yvonne Bouvier, je suis sur cette case. Pour poser une barricade, tu défausses n'importe quelle carte population. Je défausse celle-ci, comme ça, je la défausse pour pouvoir poser une barricade ici. Ce qui veut dire que maintenant, eh ben, on ne peut plus rentrer sur cette case-là. Cette case-là est inaccessible, on peut que en sortir, pas en rentrer dessus. Il faut savoir aussi que poser une barricade pour un résistant, c'est une action hostile. Tu peux aussi retirer une barricade en étant sur une case adjacente hors des bâtiments et d'utiliser une action pour retirer un jeton barricade. Donc voilà, les barricades, ça sert à rendre des lieux, à se protéger et à rendre des lieux plus difficiles d'accès. Et ça sert aussi à bloquer le convoi, mais on verra ça plus tard. Donc ensuite, là, on a terminé pour les actions des résistants, et il faut savoir que les occupants ont deux actions supplémentaires. La première, c'est guider le convoi, mais ça, on va le voir quand j'expliquerai les missions. Et la seconde, c'est contrôler, et ça, on l'a vu tout à l'heure, ça sert à rendre les résistants hostiles. Voilà, et après, les autres choses qu'on peut faire à son tour et qui ne sont pas des actions, c'est défausser des cartes. On peut toujours défausser pendant son tour autant de cartes qu'on veut, et c'est gratuit. On peut aussi passer pour pas faire toutes ces actions. Si par exemple, je sais pas, on veut pas, on passe. Et on peut aussi se révéler si on est le collabo. Voilà, c'est toujours pendant son tour que le collabo se révèle. Sur le plateau, comme on a dit, il y a les rivières qu'on peut pas traverser. Il y a aussi la forêt. Alors la forêt, en fait, quand on a un personnage qui est dans la forêt, peu importe son arme, il a 0 de portée. Ou même si quelqu'un veut attaquer quelqu'un qui se trouve dans la forêt, il faut être sur la même case pour pouvoir l'attaquer. Parce qu'évidemment, il est caché par des arbres. Et maintenant, je vais vous expliquer les cartes lieux. Alors, en fait, les cartes lieux, ce sont des événements aléatoires. À chaque fois que vous allez rentrer dans un bâtiment, vous allez tirer une carte lieu et la lire à voix haute. Il y a des cartes lieux qui vont vous proposer des dilemmes, et il y a des cartes lieux qui vont vous demander des tests à résoudre, et il va se passer telle ou telle chose en fonction de la réussite ou de l'échec. Et il y a des cartes lieux qui sont juste, par exemple, une famille vous offre l'hospitalité, regagnez un point de vie. Et qui sont juste des bonus. Et il y en a qui sont juste des malus. Bon, nous voilà arrivés à la dernière partie des règles, c'est-à-dire les missions. Alors, finalement, comment est-ce qu'on gagne? Puisque je vous ai dit que pour finir la partie, il faut que notre équipe remporte 2 missions avant l'autre. La première mission, c'est la mission officier. Alors, comme on l'a vu, il y a un officier dans chaque équipe. Il y en a un qui est connu de tous. Ici, on sait que c'est Hélène Bolen, l'officier des occupants. Et en revanche, il y en a un qui est connu que par les résistants. On le sait parce que je vous l'ai montré que c'est Azelio Lupi qui est l'officier. Mais il n'y a que les résistants qui le savent. Alors, le but du jeu de la mission officier, c'est de tuer l'officier de l'équipe adverse avant que le nôtre ne meure. Il faut savoir aussi que le collabo, il sait très bien qui c'est son officier. Ce qui veut dire que s'il se révèle et qu'il rejoint les occupants, il peut dénoncer son officier. Deuxième mission, c'est la mission convoi. Là, vous voyez que les occupants ont un convoi. Le but du jeu pour les occupants, c'est que le convoi, il arrive à l'arrivée, ici, pour pouvoir remporter la mission. Et le but du jeu pour les résistants, c'est de détruire tous les camions du convoi avant qu'il arrive à l'arrivée. Ici, vous avez le marqueur des camions du convoi. Donc, il y a 4 camions à 5 joueurs. Comment les occupants font pour faire avancer le convoi? Comme je vous ai dit tout à l'heure, ils ont une action qui s'appelle guider le convoi. Une fois par tour, ils peuvent déplacer le convoi jusqu'à 2 cases. Imaginons, Eline, elle est là, elle peut le faire de n'importe où. Elle dit, je déplace le convoi. 1, 2, elle ne peut plus le refaire de ce tour-là. Mais par contre, Hélène, elle peut le refaire. Voilà, c'est chaque personnage une fois, par tour. Il faut savoir que le convoi, il peut rouler que sur la route. Et il peut pas aller dans les bâtiments. Et surtout, il peut pas traverser les barricades. Donc c'est vraiment là qu'elles sont utiles, les barricades. Vous allez voir que c'est assez difficile de détruire des convois. Donc le but pour les résistants, ça va être de le retarder un maximum le temps qu'ils aient les opportunités de détruire les convois. Alors comment on fait pour attaquer le convoi quand on est un résistant? En fait, pour pouvoir attaquer le convoi, il faut utiliser des cartes qui marquent
qu'on peut attaquer le convoi avec. Par exemple, le lance-roquette, on peut attaquer le convoi. Par exemple, la grenade, on peut attaquer le convoi. Mais ces cartes sont quand même plutôt rares. Donc quand vous en aurez entre les mains, les résistants, il faudra les utiliser à bon escient. Ensuite, nous avons la mission propagande. Donc là, le but du jeu, c'est de convertir l'opinion publique à sa cause. Comment on gagne des points de propagande? Ça se passe dans les cartes-lieux. Il y a des cartes-lieux qui vont vous proposer des dilemmes qui vont pouvoir faire augmenter la propagande. Par exemple, cinéma. Un réalisateur a besoin de fonds pour financer son prochain film. Si vous l'aidez, il pourra appuyer les idées de votre camp dans son œuvre. Vous pouvez défausser 2 cartes pour augmenter la propagande de votre équipe. Là, vous avez le choix de le faire ou pas. Si c'est trop contraignant pour vous à ce moment-là de le faire, vous le faites pas. Et donc, si vous le faites, vous augmentez votre propagande. Et le premier arrivé à atteindre le score de son nombre de joueurs, il gagne la propagande. Il faut savoir aussi qu'à chaque fois que les résistants tuent un socle noir, donc un occupant ou un collabo qui s'est révélé, il gagne un point de propagande. Et enfin, la dernière mission, c'est la mission partisan. Là, il y a des partisans qui ont déjà participé à la résistance, qui sont recherchés par les occupants. Le but pour les occupants, c'est de les envoyer en prison. Tandis que le but pour les résistants, c'est de les envoyer aux passeurs, pour qu'ils partent vers la zone libre. Les partisans, ce sont des cartes population. Voilà, c'est par exemple cette carte-là. Donc, comment on fait pour l'amener à destination? Imaginons, je suis Eline Traube. J'ai ce partisan dans ma main et je voudrais l'emmener en prison. Eh bien, il faut que je fasse assez d'actions de déplacement pour me retrouver en prison. Et ensuite, j'utilise une action de consommable, parce que c'est là, vous voyez que c'est un consommable. J'utilise l'action de consommable pour défausser le partisan et faire augmenter la propagande de mon camp. Et là, c'est pareil, c'est le premier qui arrive en haut qui a gagné. Il faut savoir également qu'à chaque fois que les occupants tuent un résistant hostile, ils augmentent leurs partisans. Parce que oui, pour eux, évidemment, ça revient à la même. C'est quelqu'un qui est recherché. Donc voilà pour l'explication des règles. J'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'y répondrai moi-même. Vous pouvez retrouver Occupation sur mon site. C'est le seul endroit où il est en vente. Vous avez le lien en description. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.